Et pour cet entretien politique, nous avons le plaisir d'accueillir ici sur notre plateau José Massy. Bonjour à vous. Alors José Massy, je rappelle pour toutes et tous qui nous regardent que vous êtes l'actuel maire de Toulon et que vous vous présentez pour ces élections municipales, donc candidate sortante. Et puis à la tête de la capitale varoise depuis un petit peu moins de 3 ans, vous avez été désigné par Hubert Falco. Vous lui avez succédé après qu'Hubert Falco ait été condamné pour détournement de fonds publics et donc inéligible. Donc je rappelle que vous avez donc obtenu ce poste, on a voté pour vous, c'était le 3 mai 2023, maire de la 12e ville de France, vous avez été propulsé et vous dites souvent qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à une personne finalement très ordinaire. Alors tout d'abord, bonjour Nathalie, puis merci pour le petit clin d'œil rouge et noir parce que c'est Toulon. Oui en effet, écoutez... Je suis quelqu'un d'ordinaire, je suis une petite fille qui est née dans un quartier HLM, qui n'aurait jamais imaginé se retrouver à la tête de cette 12e ville. J'ai grandi à Toulon, j'ai travaillé à Toulon, je vis à Toulon, j'aime ma ville bien sûr, mais j'ai eu une carrière professionnelle. D'enseignante et puis de directrice du centre départemental d'insertion qui avait en charge les allocataires du RMI et du RSA. C'était vraiment une carrière passionnante où on a pu faire beaucoup de choses puisque j'ai travaillé avec Hubert Falco depuis 30 ans quand même. Mais sentant la fin de l'activité, et j'ai toujours voulu être utile à ma ville. Donc vous êtes tournée, vous avez commencé à faire de la politique, c'était il y a 14 ans à peu près, c'est ça ? Il y a 12 ans à peu près. 12 ans. Alors il y a 12 ans, c'est vrai que Hubert Falco m'a proposé de venir sur sa liste. J'étais 12e adjointe, dans un domaine que je connais très bien, qui est la petite enfance. Et puis en 2020, j'avais pris un peu de galon, si on veut dire. D'expérience ? D'expérience aussi. Donc j'ai eu d'autres délégations, comme la sécurité, comme les ressources humaines. Vous avez grimpé les échelons, vous pouvez dire ça ? Oui, de 12e, je suis passée 2e. Une progression rapide, mais je ne savais pas encore qu'elle allait être encore plus rapide, puisque après 12e adjoint, le premier adjoint étant élu député, je me suis retrouvée première adjointe en juillet 2022. Et le destin... affecté qu'en mai 2023, je suis donc devenue maire de Toulon. Vous avez été élue maire de Toulon. Vous pensez ne rester dans ce fauteuil peut-être que quelques mois, puisqu'on attend la décision de la Cour de cassation concernant donc l'inéligibilité de M. Falco. Comment se passent ces premiers mois ? Est-ce que tout de suite la majorité est derrière vous ? Est-ce qu'on se sent légitime ? On dit souvent que les femmes, on n'a pas forcément ce problème de légitimité. Est-ce que c'est votre cas ? Alors non, écoutez, quand en effet Hubert Falco a choisi que je lui succède, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller justement me tourner vers la majorité et demander à la majorité qu'est-ce que vous en pensez. Vous savez, je suis un capitaine, mais on est avec un équipage. Donc ils ont eux-mêmes voté pour que je prenne la succession. Alors les premiers mois, c'est un peu un tsunami. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc on apprend, c'est passionnant, c'est vraiment le plus beau mandat, le mandat de maire. C'est une façon d'agir et de voir concrètement les décisions qui sont prises. Donc oui, les premiers mois ont été un peu difficiles, mais on y prend goût. On y prend goût, et puis donc vous prenez goût, vous prenez vos marques, au point bien que finalement, M. Falco ne pouvant plus se représenter les élections approchant, il vous désigne ou c'est vous qui lui proposez votre candidature ? Comment ça se passe ? Alors, en effet, la Cour de cassation rend son verdict fin mai. À ce moment-là, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est Hubert Falco qui me demande d'y aller. Non seulement il me propose, mais il fait un communiqué de soutien me demandant d'aller, de continuer ce mandat et de me présenter. On est donc fin juin, je réunis comme d'habitude ma majorité et je leur demande, et je leur dis qu'en effet, je vais conduire une liste. À cet instant-là, tout le monde est derrière vous ? Tout à fait.
Tout le monde est derrière moi et on prépare la campagne. Malgré sa condamnation par la justice, Hubert Falco reste le maître incontesté de la droite dans le Var. Il est derrière, il agit en coulisses, il vous a proposé, il vous soutient, il mobilise la majorité municipale. La question de la probité des élus, c'est de loin dont on se dit c'est quand même incroyable. Il a été condamné et en même temps, il est toujours présent. C'est toujours lui qui gère en manette dans les coulisses. Est-ce que ça, vous pouvez comprendre que ça peut choquer ? Alors d'abord, je vais revenir en disant que non, il n'est pas aux manettes. Et je dois dire que pour cette campagne municipale, il a joué un rôle. Pour cette campagne, il joue un rôle et c'est le rôle qu'il veut bien jouer. Mais je peux dire qu'à ce moment-là, tout le monde dit oui, en effet, tu peux aller et tu dois y aller. Voilà. Après, il a changé d'avis, dont acte. Je continue à avancer. Justement, on va parler de cette trahison. Hubert Falco, donc, est votre ami, un fidèle ami d'ailleurs. Vous dites loyal. C'est comme ça que vous vous décrivez. Et pourtant, donc, vous venez de l'évoquer à l'été 2025. Donc, alors qu'il vous soutenait, c'est la trahison. Il décide de changer d'avis et de soutenir l'autre candidat de droite, Michel Bonus, le sénateur LR. Avec recul, comment jugez-vous cette trahison ? Alors, je n'ai pas à commander sa décision. Il est libre de... Mais vous l'avez ressenti ? Alors, vous dire que je n'ai pas été déçue, ça serait faux. Vexée ? Non, pas vexée, juste déçue. Voilà. Déçue, mais une fois qu'on prend acte, on continue à avancer. Hein. Moi, j'avance tout droit dans mes bottes, je suis droite dans mes bottes et je continue. Après, c'est lui qui a décidé, c'est lui... Justement, pardon, j'ai une question qui a été posée via le QR code dans nos JT. Est-ce que vous lui en voulez ? Pas du tout. Hubert Falco est un grand maire. Il a changé la ville de Toulon, il a transformé la ville de Toulon. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est continuer à bâtir cette ville, une ville qui rayonne, une ville qui avance avec confiance. Voilà, et je suis dans la continuité. José Massy, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ait changé de cap, que lui a évoqué aussi un peu une trahison. Alors je sais qu'on est dans les coulisses, que c'est quelque chose entre vous et lui, mais nous on se pose toujours la question, est-ce que c'est une question de popularité ? Michel Bonus est sénateur, c'est un ancien du RCT, il a eu des établissements, il est connu aussi du grand public. Est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme ? Il faudra lui poser la question, je ne peux pas répondre à sa place. Peut-être un peu tout, peut-être... Écoutez, moi, il a pris sa décision et je respecte la décision et je respecte Hubert Falco. Vous avez quand même eu, vous l'avez dit, ce sentiment que vous avez été utile à un moment donné, puis qu'après on vous demandait de rentrer tranquillement chez vous. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. En effet, on est venu me chercher. Je crois avoir fait le job, peut-être bien le job. La ville n'est pas endettée, la ville a continué à avancer. Sa décision le concerne. Mais je suis un peu déçue, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas déçue. Mais après, je continue, j'ai vécu d'autres choses bien plus importantes que ces petits arrangements. Même Jean-Pierre Girand, président de la métropole, qui vous soutenait au départ, qui avait affiché finalement décide de rentrer dans les rangs. Donc une grosse partie de votre majorité municipale décide de partir, donc soutenir Michel Bonus. Du coup, vous êtes obligé de reconstruire une équipe autour de vous. Ça a été une autre aventure. C'est une belle aventure, du coup, ça sera une équipe largement renouvelée. Donc oui, ça peut être positif aussi. Je crois que c'est ce que les électeurs veulent, une équipe largement renouvelée qui avance. Donc oui. Avec une représentation de la population plus diverse ? Avec vraiment une représentation très large de la société civile, avec des élus aussi d'expérience. J'ai l'habitude de dire que les jeunes avancent plus vite, mais les anciens connaissent le chemin. Alors écoutez... On va leur montrer le chemin, ils vont encore avancer plus vite. Il y aura d'ailleurs beaucoup de jeunes ? Oui, de tout avenir, de tout milieux sociaux, de toute expérience professionnelle et principalement de la société civile. Vous savez, je ne suis pas encartée, je le revendique, je ne l'ai jamais été. J'ai eu un passé, j'ai été conseillère municipale dans un village de 1500 habitants. Aujourd'hui, écoutez, je suis maire d'une ville de 180 000 habitants. Est-ce que le fait d'être une femme, c'est un atout ou au contraire un handicap ? J'espère qu'on a dépassé ces clivages entre hommes et femmes. Enfin, depuis, on a avancé. En effet, je vous disais, j'étais conseillère municipale dans un village de 1500 habitants où on a cherché des femmes. Et on était 4 femmes, pour vous dire. Maintenant, il y a la parité. J'espère que c'est derrière nous. Ces clichés, femmes, hommes, on avance encore.
La campagne a démarré pour tous les candidats assez tôt, mais vous avez attendu le 16 janvier, donc il n'y a pas très longtemps, pour vous déclarer. C'est parce qu'il fallait constituer cette équipe ou parce que vous avez hésité, réfléchi longuement? Alors, ni l'un ni l'autre. Écoutez, je suis maire d'une grande ville. C'est difficile d'être maire et candidat à la fois. Je ne souhaitais pas laisser la ville à l'arrêt pendant 9 mois, donc j'ai continué l'action municipale jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à faire passer un budget pour sécuriser la ville pour l'année 2026. On voit la difficulté au niveau national de faire voter un budget. Nous, on a voté le budget le 19 décembre. Donc après, il était temps d'être candidat. Donc vous avez préparé ça. Et puis arrive le moment du sondage. Et vous n'avez pas encore démarré d'ailleurs cette campagne électorale qu'un sondage IFOP sur les intentions de vote à Toulon est publié par Var Matin et vous propulse à la 2e place avec 24% d'intention de vote au premier tour et puis gagnante au second en cas de duel avec Laure Lavalette du Rassemblement national, si bien sûr les autres candidats se désistent. J'allais dire qu'on ne peut pas mieux lancer sa campagne qu'avec ce sondage. Surtout qu'elle n'était pas lancée au moment du sondage. Après, on va rester... C'est une photographie à un instant T. C'est une photographie, comme vous le dites. Ce n'est qu'un sondage. On va ne donner pas plus d'importance à un sondage. La campagne commence. Donc, c'est ça qui va être important. Mais vous dites que ce sondage, ça vous a donné quand même un petit peu de la visibilité, c'est sûr, mais aussi une certaine légitimité pour ceux qui doutaient. Disons que ça va être un encouragement pour moi. Mais après, je vous dis, c'est un sondage, il y en aura d'autres. Et on sait que les sondages n'ont jamais fait ni des maires ni des présidents. Est-ce que c'est quand même une petite revanche, ce sondage, par rapport à tous ceux qui mettaient en doute, vous posez la question de votre candidature? C'est un petit encouragement, comme je vous le dis. Pas une revanche? Non. Je ne suis pas dans la revanche, pas du tout. Vous savez, on ne construit rien dans la revanche. Il faut construire l'avenir, arrêter de regarder en arrière. On ne va pas regarder en faisant les... Je ne suis pas une victime, hein. Donc on va avancer, on va regarder devant et donner de l'espoir devant. Mais depuis ce sondage, je crois que vous avez, ce que vous dites, davantage d'amis, c'est ça? Un peu plus, c'est marrant d'ailleurs, ça en dit long sur la nature humaine. Donc oui, j'ai bizarrement un peu plus d'amis. Je vois des gens revenir qui peut-être ont attendu ce sondage. On dit souvent qu'on vole au secours de la victoire, je l'espère. Donc c'est ça. Est-ce que aussi, depuis que vous dites donc, que vous avez plus d'amis, le premier, j'ai envie de dire, c'est le président de la région, Renaud Muselier, qui, je rappelle, au lendemain de la publication de ce sondage, appelle Michel Bonus, donc l'autre candidat de droite, à se ranger derrière vous, alors qu'il le soutenait jusqu'à présent, pour éviter que, justement, que le Rassemblement national gagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Alors, tous les encouragements sont bons, quels que soient les soutiens. Qu'est-ce que vous diriez, Renaud Muselier? Merci. Merci, mais bon, c'est pas ça non plus qui va changer le vote des Toulonnais. Moi, je fais une campagne pour les Toulonnaises et les Toulonnais. C'est eux qui vont choisir leur maire. C'est eux, c'est de la ça s'appelle de la démocratie. Après, chacun peut se positionner avec pour lui, pour elle. Puis ça peut tellement être volatile. Mais sur le terrain, vous avez senti qu'il y a quand même quelque chose qui se passait au-delà des appels et des nouveaux amis? Alors sur le terrain, j'ai inauguré ma permanence de campagne. Samedi. Sous la pluie. Donc je me disais que ça allait décourager certaines personnes. Écoutez, vu l'engouement et vu la présence nombreuse de personnes, oui, ça veut dire qu'ils prennent en compte ma candidature. On reviendra d'ailleurs sur cette inauguration, mais est-ce que vous n'êtes pas prête désormais à ouvrir votre liste à Michel Bonus? Vous avez dit non, mais alors, avec recul? Avec recul et même sans recul, quand vous construisez un programme avec une équipe, c'est pas pour, à la première occasion, sur un vague sondage, revoir cette équipe. Je suis d'une loyauté sans faille. Ça m'a coûté des fois, mais moi, je resterai en effet loyale à mon équipe et avec elle, on a construit le projet, donc on va rester fidèle à l'équipe. Michel Bonus avait appelé justement, a dit qu'il a travaillé, il a essayé de vous intégrer dans son équipe en vous proposant des postes de première adjointe à ses côtés, de première adjointe aussi à la métropole ou encore de soutenir une candidature pour les sénatoriales prévues en septembre. C'était pas suffisant? J'ai pas d'ambition nationale. Ma seule ambition, c'est Toulon. Donc on a essayé, j'y ai mis beaucoup de cœur. J'ai mis 6 mois à discuter avec Michel Bonus. On n'a pas trouvé de compromis acceptable. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas concrètement?
disant que c'est la place de chacun. C'est quoi finalement la politique? C'est une histoire d'ego, de qui représentera? Il n'y a pas moyen de s'entendre? On a essayé, on n'y est pas arrivé. Il proposait une primaire, ça vous semblait pas une bonne idée? Alors une primaire, justement, alors on en a parlé. Moi, j'ai du mal à comprendre une primaire pour quelqu'un qui n'est pas encarté. Comment fait-on une primaire comme ça? Est-ce qu'on fait des élections anticipées? Qui vote? Comment? Sans compter le coût d'une primaire. Moi, j'ai envie de lui dire, écoutez, le premier tour, ça sera la primaire. Justement, de partir l'un face à l'autre, est-ce que cette désunion ne va pas être préjudiciable pour tous les deux? Alors la désunion de quoi? Parce que souvent on dit c'est la désunion de la droite. Moi je rappelle que je ne suis pas encartée. Je ne suis pas encartée, donc on a du mal. Vous savez, samedi j'ai vu, le matin j'étais d'extrême gauche. Bizarrement le soir j'étais d'extrême droite. Et ça préoccupe, ça. Je l'ai vu tout au long des 2 ans au conseil municipal, où quand je prenais une mesure, allez, on disait c'est une mesure de gauche. Quand je prenais une autre mesure, c'était une mesure de droite. Je suis un ovni dans ce monde politique. Et vous apparteniez tout de même à cette majorité municipale de droite portée par Hubert Falcon. Alors, je rappelle que c'était une majorité municipale, sans étiquette, où il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. Et Hubert Falcon ne nous a jamais demandé si on était encarté pour tel ou tel parti politique. C'était une élection et une équipe majorité municipale. Juste pour une petite précision, second tour, si vous êtes qualifié et que vous êtes en 3e position, vous restez, vous vous maintenez ou vous désistez? Alors, j'ai envie de me projeter d'abord sur le premier tour. Si j'imagine. Quant au 2e tour, je prendrai mes responsabilités. En effet, quelle qu'elle soit, je prendrai mes... Le Front républicain, avant tout? Front républicain. Est-ce qu'on peut encore appeler ça le Front républicain? Quel est l'intérêt de la ville? Quel est l'intérêt de la ville? Mais je prendrai mes responsabilités. Michel Bonus a dit qu'il en ferait de même. Votre ennemi commun, c'est le Rassemblement national. Pourtant, vous avez inauguré votre permanence, vous l'avez dit, samedi après-midi, aux côtés de Rachel Roussel. Je rappelle que cette ancienne conseillère municipale a été élue en 2020 sur une liste du Rassemblement national et elle vous soutient aujourd'hui. C'est quoi? Est-ce que c'est un premier faux pas politique, parce que vous imaginez que ça suscitait des polémiques, ou alors est-ce que c'est un signe à l'électorat qui serait tenté par l'Assemblée nationale de venir aussi à vos côtés? Alors écoutez, c'est ni un signe, ni une volonté. Quand vous inaugurez une permanence électorale, une permanence de campagne, vous ne demandiez pas aux personnes qui viennent de montrer leur carte. Je crois d'ailleurs que Rachel Roussel a fait toutes les ouvertures de permanence. Après, elle me soutient. Elle me soutient. Je ne vais pas empêcher les gens de dire leur avis et de me soutenir. Je rassure tout le monde, Rachel Roussel ne fait pas partie de mon équipe. Alors j'ai vu tout de suite que les gens m'adressaient certains reproches, bizarrement des gens qui sont encartés, et bizarrement des gens qui sont mes adversaires. Je n'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires. Donc non, je n'ai pas fait de compromis avec les... Ce n'est pas un faux pas politique. Justement... La question des internautes, c'est est-ce que ça ne vous gêne pas ce soutien? Vous dites que, évidemment, tout le monde peut vous soutenir, mais est-ce que ça vous gêne ce soutien? Vous savez, dans le public qui était à l'ouverture de la permanence, il y avait aussi des gens d'extrême gauche. Bizarrement, ça a gêné beaucoup moins de personnes. Moi, on est en démocratie. Il faut bien, les gens disent ce qu'ils veulent. Je ne vais pas obliger Rachel Roussel à se taire. Par contre, suite à son petit post sur Facebook, je l'ai tout de suite appelé pour lever les mains tendues. Il n'y a pas de porte ouverte? Il n'y a pas de porte ouverte. Je suis avec une équipe, la même, qui était constituée déjà avant ma déclaration. Et je ne vais pas changer et je ne vais pas ouvrir. Un autre soutien peut être possible, celui de Mourad Boudjelal, je rappelle le président du RC Toulon et ancien président du RCT, plutôt populaire. Il dit vouloir s'engager dans ces municipales pour s'opposer au Rassemblement national. Et donc il a fait le tour lui aussi des candidats. Il vous a rencontré, je crois. Est-ce que c'est un soutien qui pourrait être important pour vous? On s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble avec Mourad Boudjelal. Je connaissais Mourad Boudjelal qui a mené beaucoup au RCT. Au RCT. Mais on ne se connaissait pas personnellement. Il a souhaité me rencontrer. Donc nous avons déjeuné ensemble. Nous avons échangé sur nos parcours respectifs. On n'a rien arrêté, ni soutien, ni pas soutien. Il doit avoir les autres candidats.
Il se murmure qu'il hésiterait entre vous et Magali Brunel, candidate de gauche. C'est son choix. Et je respecterai son choix. C'est important, son positionnement par rapport au Rassemblement national, dans une ville comme Toulon, qu'une personnalité toulonnaise s'engage. Important, sûrement, pour certains Toulonnais. Après, j'ai envie de vous dire, il va soutenir suivant son sentiment. Moi, en tout cas, je veux que Toulon avance. On a connu. J'étais à Toulon. On a connu. Et j'ai plutôt envie. On a connu le Front National à l'époque, diriger la ville. Nous avons mis 20 ans à redresser la ville. Donc, j'ai plutôt envie de ne pas retenter l'aventure en arrière. On va regarder devant. Vous dites que vous voulez avancer pour Toulon. En parlant d'avancer, une question d'un internaute, c'est comment comptez-vous désengorger la ville ? Désengorger, il y a plusieurs manières. C'est le problème de mobilité. Alors oui, le grand problème, c'est le tramway. Honnêtement, je pense qu'on a raté le coche pour le tramway. Depuis, on a redynamisé la ville. On a un centre-ville qui est attractif. C'est vrai que si on repartait sur un tramway, d'abord le BHNS est presque à la mise en service. On est presque à la mise en service. Et les travaux viennent de démarrer pour le premier tronçon. Tout à fait, pour le premier tronçon. Est-ce qu'on repartirait encore sur 10 ans de procédure ? Est-ce qu'on se permettrait de bloquer le boulevard de Strasbourg avec des travaux pendant 3 ans, au moment où justement le centre-ville est redynamisé ? Je ne crois pas que ça soit une bonne solution. Par contre, sur la mobilité, il y a plusieurs autres types de mobilité. Déjà, il y a le RER métropolitain. Nous avons fait une gare à Sainte-Musse. Après, il faut peut-être faire des pistes cyclables. Maintenant, on voit de plus en plus les personnes rouler en pistes cyclables avec les vélos cargo. Alors oui, il y a un gros chantier sur les pistes cyclables. Nous avons beaucoup de tronçons. Nous avons en effet une piste cyclable qui part de Hyères, qui va jusqu'à la Seine. Mais à Toulon, il y a encore cette traversée à améliorer. Notamment dans le centre-ville. C'est ce que réclament d'ailleurs beaucoup de Toulonnais. Des pistes cyclables dans le centre-ville, y compris sur l'avenue de la République, mais qui soient sécurisées. Très important. Puisque nous, si vous voulez, dans l'éducation, on apprend aux enfants le savoir rouler. Donc le savoir rouler, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent se promener en famille sur des pistes en effet sécurisées. Et là, ça fait partie d'un de mes projets de faire une piste cyclable sécurisée sur le boulevard de Strasbourg, sur le boulevard de la République. La République, ça veut dire sur tout le long. Est-ce que combien de kilomètres supplémentaires, si vous êtes élu sur votre mandat, combien de kilomètres de pistes cyclables ? Alors, le nombre de kilomètres, je ne vais pas pouvoir le dire. On sait déjà qu'on est passé à 70 kilomètres. Ce qu'il nous faut absolument, c'est relier tous ces petits tronçons. Parce qu'on a des tronçons de pistes cyclables que l'on a fait. On va avoir l'Arc Vert avec le jardin des Lys où ça va être mis en place très rapidement. Ça, c'est la boucle que l'on dit extérieure. Moi, je pense qu'il faut aussi la boucle sur le boulevard de la République et une boucle intérieure. C'est à ça qu'on va travailler. On a une question aussi d'Élise de Toulon qui revient sur les places handicapées qui sont rarement respectées et surtout rarement verbalisées. Elle parle d'urgence et notamment des voitures ventouses dans la ville. Est-ce que, justement, il y a une vingtaine, elle parle d'une vingtaine de voitures ventouses dans un quartier. Est-ce que, justement, pour adoucir et pacifier le centre-ville Alors déjà, on va utiliser la vidéo-verbalisation. Parce qu'en effet, une vingtaine de voitures, d'abord, on mobilise la fourrière. On les enlève. Mais à la fois, c'est le développement de la vidéo-verbalisation qui va être efficace. Et ça, on l'a renforcé, puisque maintenant, nous avons plus de 500 caméras sur la ville de Toulon. Donc oui, c'est sûr, il faut... J'ai un peu tendance à dire souvent, c'est carottes et bâtons. On a fait de la prévention, ça ne marche pas. Donc on va passer au bâton et à la verbalisation. Alors pas que pour les voitures ventouses, les incivilités aussi. Les incivilités, vous savez, tout le monde veut une ville propre. Mais ça va commencer déjà par les citoyens qui doivent ramasser les crottes de chiens, qui doivent déposer les poubelles plutôt qu'à côté du conteneur, dans le conteneur. En fait, c'est le principe de chacun fait sa part. Voilà, chacun doit faire sa part. José Massy, juste un dernier mot de politique. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur votre bilan.
Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Front National, on le rappelle, avait conquis Toulon. La première grande ville, c'était entre 1995 et puis 2001 par Jean-Marie Le Chevalier. Le bilan a été plutôt partagé, on va dire plutôt calamiteux, c'est à peu près l'avis général. Est-ce que vous avez l'impression que les Toulonnais ont oublié, car Laure-la-Vallette, on le sait, est dans une dynamique aussi nationale, connaît un certain succès? Vous l'avez dit, c'est une dynamique nationale. Elle est vue à la télé. On la voit souvent sur les plateaux. Elle est porte-parole nationale du Rassemblement national. Oui, d'ailleurs, elle oublie sur sa candidature à Toulon de dire qu'elle est porte-parole du Rassemblement national. Parce qu'elle présente une liste sans étiquette. Oui, enfin, elle a perdu l'étiquette entre Paris et Toulon. On n'est pas dupe. Donc, Front National, écoutez, oui, on a vu ce que ça a donné. On a vu l'image de Toulon. J'ai pas envie qu'on redevienne encore la ville. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a quand même un engouement autour de sa candidature? Il y a eu quelque chose. Oui. Si vous parlez du sondage, elle a fait 39%. Maintenant, on attend de voir son programme. Oui. Les réseaux sociaux, médiatisation nationale, oui. Maintenant, vous en discutez sur le terrain avec les Toulonnais, vous essayez de comprendre? C'est ce que je vous dis, c'est la dynamique nationale, c'est dans l'air du temps. Mais moi, ce que je vais faire, là, c'est aller convaincre les Toulonnais et convaincre avec mon programme. Vous allez faire du porte-à-porte, vous allez aller sur les marchés? Moi, c'est la proximité. Moi, ce que je pratique, c'est la proximité. En effet, pas les grands meetings. On sait très bien que dans les grands meetings, c'est les gens qui sont avec vous qui viennent. Donc moi, c'est plutôt les gens déjà convaincus. Un peu convaincus. Moi, c'est plutôt la proximité et pas forcément avec des caméras. Et justement, dans la proximité, dans ce que vous échangez avec les habitants de Toulon, dans les questions, on a quelle est votre première priorité pour Toulon? Première priorité, la requalification des quartiers, et notamment les quartiers Pont-du-Lac, Saint-Jean-du-Var. Vous savez, je les entends, mes adversaires avec leur programme, oui, on a délaissé Saint-Jean-du-Var, on a délaissé le Pont-du-Lac. D'abord, c'est faux, on n'a pas délaissé. À Saint-Jean-du-Var, on va construire une superbe médiathèque, et au Pont-du-Lac, on a refait toute la place du marché. Mais il faut trouver une méthode. Alors moi, je crois qu'on a trouvé la bonne méthode. On l'a faite sur le centre-ville. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais maintenant, on connaît la méthode. On sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut maîtriser le foncier. La ville n'est pas une agence immobilière. Souvent, on me dit, vous avez laissé s'installer les barbeurs, les kebabs. Mais on n'a pas de moyens de s'opposer. Par contre, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retrouver la maîtrise du foncier, comme on l'a fait en centre-ville, avec une concession, avec le privé. C'est ça qu'on va appliquer. C'est un travail, un partenariat public-privé, oui, c'est ça que vous c'est ce qu'on a fait sur le centre-ville, une concession. On a délégué. C'est-à-dire vous ne préemptez pas forcément C'est pas de préemption, parce que si préempter, c'est très difficile. Mais travailler les privés, ça veut dire que c'est le privé qui achète. Et vous travaillez sur un projet en commun? On travaille sur un projet commun, en partenariat. Ce qui a très bien marché sur le centre-ville. Je vous rappelle qu'en centre-ville, on a beaucoup de villes qui viennent maintenant visiter notre centre-ville. Parce qu'eux aussi, leur centre-ville est en perdition, et ils viennent voir qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait, la manière dont on l'a fait. Et on est donné un exemple pour les autres villes. Justement, si on regarde ce bilan, est-ce que vous souhaitez proposer un programme que vous allez dévoiler vendredi? Oui. Vous vous situez où? Dans la continuité de ce qui a été fait ou dans la rupture, avec vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau regard, le regard de José Massy sur sa ville? Plutôt une continuité, mais avec le regard de José Massy, comme j'ai fait sur les 3 ans. Voilà, comme j'ai fait à 3 ans avec ma méthode. Moi, ma méthode, c'est d'aller écouter d'abord. La première chose, c'est très important, d'écouter les habitants, d'écouter, concerter, et puis après décider. Mais surtout, ce qui est important, c'est ne promettre que ce que l'on peut tenir. Vous avez parlé des jeunes sur votre liste. Oui. Et dans les questions qui reviennent, effectivement, il y a qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes, côté emploi, côté logement aussi? Alors, c'est vrai qu'on souhaite, si vous voulez, que Toulon devienne une ville universitaire. D'ailleurs, maintenant, on a presque 10 000 étudiants. Alors, mettre des écoles, ouvrir des filières, bien sûr. Seulement, il faut les accueillir, ces jeunes. Donc, il faut les accueillir. La principale difficulté pour accueillir les jeunes, après, c'est le logement. Donc, depuis que je suis maire, j'ai multiplié les résidences universitaires, les résidences de logements étudiants. Des petites résidences. On en a mis une en centre-ville, place de l'Équerre. Mais on en a ouvert aussi une à Dumont-d'Urville, avec le Crous. Et là, je prévois de construire 180 logements étudiants sur l'ancien immeuble de la CAF.
Parce que ça, c'est à la important. Rhôde, c'est ça? À la Rhôde. Quartier de la Rhôde. Voilà, l'ancien immeuble de la CAF, voilà, mettre 180 logements étudiants. Après, en dehors des logements, il faut les aider à trouver un emploi. Depuis que je suis maire, je développe la filière apprentissage à la mairie. Nous avons à l'heure actuelle plus de 70 apprentis. D'apprentis qui vont du CAP jusqu'au master. Alors, non seulement ça permet aux étudiants de continuer leurs études, mais nous, c'est un formidable vivier pour recruter dans la fonction publique. Donc c'est ça que je vais continuer. Je vais continuer. Moi, je crois à l'apprentissage, je crois au parcours, j'en suis l'exemple parfait. Petite fille d'HLM qui a fait des études en étant, à l'époque, ce qu'on appelait pion dans les lycées. Surveillante, voilà. oui. Surveillante, puis après enseignante. Assistante aujourd'hui. Et après, j'ai continué à développer cette filière. J'étais au C10, c'était les demandeurs d'emploi. J'ai continué sur cet exemple-là. Par exemple, quand on a cherché, parce que les allocataires, on les remettait à l'emploi, mais le premier frein à l'emploi, c'était la garde d'enfants. Comment faire pour avoir une place en crèche? Vous le savez très bien, c'est la première échographie, un peu moins maintenant, hein, puisque le taux de natalité a baissé. Mais je me disais, on n'arrivera jamais si on ne leur trouve pas de place en crèche. Donc j'avais développé ces premières crèches à vocation d'insertion professionnelle, qui ont mis 20 ans à être labellisées d'ailleurs, mais dans laquelle à la fois on réservait des places pour les allocataires qui reprenaient un emploi, et à la fois c'était un outil d'insertion pour les allocataires. C'est-à-dire on construisait de véritables parcours. C'est-à-dire la personne rentrait au ménage, on la qualifiait sur un CAP petite enfance, et puis on continuait comme ça. Vous en parlez au passé, José Massier, ça veut dire que ça n'existe plus ou Alors oui, ça existe encore, bien sûr. Oui, ça fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose que vous voulez développer? Oui, je veux développer. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je le fais à la mairie, c'est avec les 70 apprentis. Donc c'est une aide vraiment au retour à l'emploi concrète en proposant des crèches pour non seulement, pour les femmes. À la ville de Toulon, sur les 16 crèches que l'on a, on a plus de 50 places comme ça, à vocation d'insertion. Qui sont dédiées justement à ces femmes qui veulent retrouver un emploi. Qui reprennent un emploi. Puisqu'on en est à parler de logement, vous dites que vous êtes une petite fille des HLM. Toulon est l'un des plus mauvais élèves de France concernant la loi SRU, la loi qui oblige les villes à avoir un certain quota de logements sociaux. Elle n'a jamais été respectée, donc elle a imposé, je parle un petit peu au passé parce que ça a un petit peu évolué, 25% de logements sociaux dans les villes. Entre 2002 et 2022, en 20 ans, la construction a augmenté simplement de 3%. Quand on pense que 70% des Français sont éligibles au logement social, comment expliquer que la ville de Toulon, que votre municipalité, que vous n'ayez pas fait l'effort nécessaire pour construire davantage de logements sociaux? Alors, vous le mettez au passé. Parce que moi, je suis arrivée en 2023 et j'ai signé avec la préfecture ce qu'on appelle un contrat de mixité sociale. Voilà, c'est l'assouplissement de la loi SRU qui vous permet aujourd'hui de proposer. Mais du coup, on arrive à presque 20%. 20%. Et mon choix, si vous voulez, c'est de construire des logements sociaux. Alors d'abord, on a un périmètre contraint. La ville n'a pas beaucoup de foncier puisqu'on est coincé entre le Faron et la Méditerranée, avec quand même une base militaire qui prend beaucoup d'espace. Donc il faut trouver une solution, il faut reconstruire la ville sur la ville, réhabiliter. La préfecture avait pointé du doigt vraiment le manque de volonté de la municipalité dans le logement social, dans la construction. Quand on sait que, vous le dites, vous voulez améliorer le pouvoir d'achat des Français, quand on sait que le loyer, c'est un impact, c'est vraiment un poste très consommateur d'argent pour les familles. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que, si vous êtes élu, est-ce qu'il y a un engagement qui va être pris sur plus de construction ou de réhabilitation? Alors, non seulement il est pris, mais il est déjà lancé. Il est déjà lancé avec justement un partenariat avec les bailleurs sociaux, la volonté de faire du logement social diffus, puisque dans chaque construction maintenant de plus de 800 mètres carrés, on impose 30% de logements sociaux. Ça veut dire combien de logements sociaux dans les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans à venir, le temps de votre mandat? On était à 18%, on approche les 20%. Déjà, on aurait pris 2% en 3 ans. Donc on va continuer sur cette logique-là et j'espère bien qu'à la fin du mandat, du prochain mandat, on frôle les 25%. Une question d'un internaute qui nous pose la question, alors c'est toujours sur la construction, mais c'est par rapport au stade Mayol. Quelle est votre position? Le stade Mayol, c'est l'âme de la ville. Honnêtement, je ne bougerai pas le stade Mayol. Il y a moyen d'améliorer. On l'a déjà fait
Là, sur les 2 années, on a investi 8 millions, la ville. On a refait le son, l'image, on va refaire la pelouse. Je discute avec le président du RCT, justement pour un plan sur les 6 ans à venir, pas de reconstruction, mais d'amélioration. Il y a des points, en effet, il faut couvrir les tribunes qui ne sont pas couvertes. On doit améliorer la pelouse. Ce que l'on fera cette année, on fera une pelouse hybride, mais ça se prend du temps. Construire un nouveau stade, c'est 200 millions d'euros. Je pense que qui va payer les 200 millions d'euros et où trouver le foncier pour construire un nouveau stade? C'est une question. C'est pas réaliste. C'est pas que c'est pas réaliste. Dans l'immédiat, je ne vois pas comment on peut construire un nouveau stade. Puis Toulon, c'est Mayol. Vous le voyez, vous êtes en rouge et noir. Ah oui, là, je me suis mis aux tenues toulonnaises. Hein. C'est bien, j'apprécie. Et juste avant de passer au reste du programme, une autre question. Qu'est-ce qui diffère sur les programmes, justement, entre vous et Monsieur Bonus? Alors, on a des points de convergence. On est issus de la même majorité. 90% de programmes compatibles, a-t-il déclaré, Michel Bonus? Ouais, je ne vois pas pourquoi il dit 90%. Je n'ai pas dévoilé mon programme, donc à moins qu'il soit visionnaire. Mais on a des points de convergence, notamment peut-être sur la sécurité, mais on a des points de divergence importants, et notamment peut-être sur la méthode. Sur la méthode, qu'est-ce que... Je vous dis, moi c'est... Qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans la méthode de non, Michel non. Bonus? Moi, qu'est-ce qui vous différencie? J'ai ma méthode, plutôt l'écoute, la concertation, le dialogue. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, les plages du Morillon, c'est vraiment un lieu à part pour Toulon. C'est un lieu où tout le monde peut se retrouver, un lieu où les familles se retrouvent, mais aussi les jeunes. Il y a les promeneurs de chiens, il y a les restaurateurs, il y a les jeunes, il y a les enfants. Donc, concertation, j'ai réuni tout le monde autour de la table. Et chacun a ses préoccupations différentes. Le promeneur de chiens, lui, il veut un parc à chiens. Après, je ne vous dis pas, parce que le parc à chiens, pour les gros chiens, pour les petits chiens, enfin, c'est très compliqué. Les parents, c'est pareil, ils veulent des parcs de jeux pour les enfants, mais suivant si c'est des petits ou si c'est des ados. Et les commerçants, eux, les restaurants, ils veulent que les personnes ne pique-niquent pas devant leur établissement. Donc finalement, on s'est mis d'accord sur une méthode, et on a fait la première méthode. Donc on a fait une aire de pique-nique. Tout le monde m'a dit, oh là là, ça va pas marcher. Écoutez, non seulement ça a marché, mais maintenant ils veulent plusieurs aires de pique-nique. On a fait des parcs à chiens pour petits chiens, pour grands chiens. On a fait des aires de jeux pour les petits, pour les moyens. Et là, on est en train de faire une plaine des jeux avec des stades, avec une rampe de skate. Voilà. Il faut écouter et adapter. Ne pas avoir peur de se tromper. On fait. Si ça ne marche pas, on recommence ou on fait autrement. Mais surtout, c'est les habitants, c'est les utilisateurs qui disent comment on peut faire. Comment on fait, et puis après vous agissez toujours dans la concertation. Et voilà. Et toujours, attention de ne pas promettre ce que l'on ne doit pas tenir. La sécurité, c'est aussi un des thèmes prioritaires. On retrouve à peu près chez tous les candidats, d'ailleurs, de droite à gauche, avec toujours des annonces, plus de policiers municipaux, plus de caméras. Vous vous situez aussi dans cette tendance? Vous parlez de 10 policiers municipaux par an, en fait, dans la continuité, là aussi? C'est ce qu'on fait depuis 2020. On était à 100 policiers en 2020, on est aujourd'hui à 152 policiers. On sera à 200 à la fin du mandat. 10 policiers par an. Après, la solution, ce n'est pas forcément de mettre un policier derrière chaque personne. C'est aussi de la vidéosurveillance, c'est aussi de la police de proximité. Et c'est vrai que je m'engage plutôt sur une police de proximité. C'est-à-dire, qui fait quoi concrètement, cette police de proximité? Un commissariat dans les quartiers. Voilà. Donc, l'ouverture de nouveaux commissariats dans les quartiers? 2 points, voilà. 2 points, par exemple, dans les mairies, c'est ça? Dans les mairies annexes. On a une mairie au Pont du Las, en effet. Vous savez, c'est important pour les gens de connaître leurs policiers. S'ils se l'approprient un peu, de voir des rondes comme ça, mais de savoir un point où on va pouvoir aller, où on va pouvoir discuter avec eux. Puis la connaissance, rien de mieux que la proximité. Justement, à propos de la sécurité, on a vu que, comme à Marseille, le narcotrafic gagnait aussi Toulon. Est-ce que, comment vous comptez lutter contre ce phénomène? Alors, lutter, je vous rappelle que c'est de la compétence de l'État, c'est une compétence régalienne. Nous, on vient en appui. Nous, on est sur la tranquillité. La sécurité, c'est l'État. Donc, j'ai signé une convention de partenariat pour travailler ensemble entre la police, le procureur et les polices municipales.
mais on ne peut pas se substituer à l'État. En revanche, on accompagne. En revanche, la police municipale pourrait avoir de nouvelles prérogatives, de nouveaux pouvoirs, notamment de verbaliser les consommateurs de drogue, de aussi contrôler les halls d'immeubles ou encore de sanctionner ceux qui roulent sans permis. Ce qui fait que, de fait, ce sont des délits. Il passera un petit peu sous la coupe du procureur. Tout à fait. Ce côté répressif et puis le côté police de proximité, pour vous, il n'y a pas d'antagonisme, on va dans le bon sens, c'est ce qu'il faut. Une police municipale qui ait les moyens d'agir, qui soit un peu plus répressive aussi. C'est les deux, en effet, il faut être répressif. Vous savez, on parle des narcotrafiquants, mais s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Voilà. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'ailleurs du président de la République qui dit... Tout à fait, et en effet, on l'a vu, nous, sur le centre-ville, on a vu que notre police municipale traquait un peu les consommateurs, et on a vu les effets. Moi, je crois, en effet, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Est-ce que justement on fait assez de prévention, vous qui êtes une ancienne enseignante? Alors la prévention est très importante, et dès le plus jeune âge. Prévention, faire agir sur la parentalité aussi. Moi j'ai mis en place, si vous voulez la parentalité dès la crèche et dès l'école maternelle. Si on veut travailler avec les parents, c'est à cet âge-là qu'il faut le faire. Parce que rarement vu des enfants qui viennent à la crèche ou à la maternelle tout seuls. Donc c'est là où on peut agir sur la parentalité. Donc on fait des cafés des parents et on travaille avec eux sur ce sujet-là. La candidate de gauche, excuse-moi Sidonie, Magali Brunel, réclamait davantage de police municipale, une présence davantage la nuit. Est-ce que ça aussi on peut imaginer des brigades qui tourneraient de policiers municipaux la nuit? C'est tout à fait ce que je vous disais, les promesses. Après il faut les moyens aussi de la mettre en place. Est-ce qu'on sait qu'un policier ça coûte 70 000 €? Est-ce que les budgets contraints des villes qui diminuent chaque année, peuvent se le permettre? Je crois que le partenariat avec la nationale est très important. Une question de Romain qui demande pourquoi les policiers ne font rien alors qu'ils savent que ça trafique dans les alimentations de nuit. Alors on a fait un arrêté pour fermer les alimentations de nuit. D'abord, la police municipale n'a pas les moyens de verbaliser, puisque c'est du ressort de la nationale. On a fait un arrêté. Là aussi, des fois, l'arrêté est attaqué au tribunal administratif. C'est la liberté du commerce. Donc, on vérifie, on fait des rondes, on travaille en partenariat avec la police nationale, mais on ne peut pas transférer la sécurité d'une ville à une police municipale, même si ça va dans le bon sens. Un travail un peu plus en commun, avec un peu plus de prérogatives pour la police municipale. En fait, on transfère les compétences à la ville. José Massy, quand on regarde les derniers chiffres sur la délinquance dans le Var publiés par le gouvernement il y a quelques jours, pour la première fois depuis 2021, elle est en baisse, c'est une délinquance, donc c'est tout fait confondu, c'est quelque chose d'assez global. Ce qui augmente surtout, ce sont les violences intrafamiliales et sexuelles. Ça concerne essentiellement les femmes, avec plus de 4600 plaintes. Ça, c'est pour le Var. Est-ce que les policiers municipaux, donc qui sont sous votre responsabilité, que vous gérez, peuvent aussi davantage agir, être plus à l'écoute? Est-ce que là aussi, peut-être mieux formés à intervenir là aussi? Alors, à l'écoute, mais ils ne peuvent pas intervenir. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans les domiciles. Par contre, on peut travailler la prévention. Et en effet, les violences, notamment faites aux femmes, si vous voulez, peut-être travailler en amont, avant qu'elles arrivent. Alors, on a tout un système, en effet, qui traite. Travaillons en amont, faisons de la prévention pour éviter que ça arrive, bien sûr. La proximité fait qu'on peut découvrir des situations. Oui, il faut, avec les associations, les centres sociaux, on peut travailler en amont, travailler vraiment avec les femmes, on peut repérer, on peut travailler avec elles pour éviter justement qu'on en passe sur les violences directement. Toujours un travail de prévention. Après, la délinquance, je fais remarquer qu'à Toulon, elle a diminué de 28% sur la ville de Toulon. Donc il y a du mieux. Tout est à continuer. On peut encore faire mieux, mais on est sur la bonne dynamique. On est sur la bonne dynamique. Si on revient sur les grands chantiers, vous l'avez évoqué, la ville de Toulon a beaucoup changé. Alors, on ne peut pas faire un listing, le Jardin des Lys, l'îlot Chalussé, réhabilitation de la vieille ville avec la rue des Arts, l'université, bien sûr, dans le centre-ville. La liste n'est pas complète. Il y a un autre projet dont on parle depuis longtemps. On l'avait évoqué ensemble par le passé, le projet de l'aménagement entre donc, le stade Mayol et puis le bord de mer, le littoral, jusqu'à ce qu'on appelle Pipadie. Il a été lancé en
2019, avec des hôtels, palais des congrès, hall marine, jardins, bureaux, logements, un projet pharaonique. Est-ce que ce projet est relancé? C'est pas qu'il est relancé, il n'est pas relancé, il n'a jamais été à l'arrêt. Mais c'est des projets qui demandent du temps. Quand on a fait la médiathèque Chalucé, ça a mis 2 mandats. Donc, tout d'abord, il faut avoir... on a eu une première délibération en septembre avec la métropole. C'est la délimitation du domaine maritime et du domaine public. On a passé la délibération. On aura une 2e délibération pour la domanialité et le projet continue. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne subira pas quelques ajustements. Entre 2019 et 2026, on a eu 2 ans de Covid. On a eu la situation internationale qui a évolué. Donc, les besoins sont différents. Comment vous l'imaginez, vous, cette zone aménagée? Moi, je pense que c'est un grand parc avec ouverture sur la mer, avec peut-être un palais des congrès, un hôtel. Et en effet, la halle marine, avec la Fabrique Bleue, on a obtenu du ministre que le sous-marin Casabianca puisse revenir à Toulon. C'est un symbole fort, le Casabianca à Toulon. Mais en effet, il y aura quelques ajustements. Je l'ai toujours dit, les besoins ne sont plus les mêmes. Il y a le télétravail, on a moins besoin de bureaux. Donc, il n'est pas relancé, il n'est pas à l'arrêt. Moins de construction, vous imaginez ça, plus vert? Oui, je pense qu'il faut une plus grande ouverture. Écologique? Peut-être plus écologique. Vous savez que c'est une fibre écologique. Il faut plus de verdure. Toulon est vert, mais il faut encore plus de verdure. On a besoin de végétaliser encore plus la ville. Et ce que je me suis employée sur les 3 ans, en dehors des végétalisations des cours d'école, où je pense que c'est impératif, et on en a fait une 12aine, il faut végétaliser la ville. On a fait voter le permis de végétaliser par les habitants. C'est là encore, chacun doit faire sa part. C'est-à-dire quoi? Plus d'arbres, tout ça? Plus d'arbres, on va planter 2500 arbres, on en a déjà beaucoup planté. Alors j'ai entendu dire qu'il y a des places qu'il faudrait végétaliser, mais il faut regarder la configuration de la place, voir s'il y a un parking dessous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Notamment la place Liberté. Exactement. Votre candidat de l'opposition, Michel Bonus, à droite, se dit mais comment a-t-on pu laisser une place Liberté avec ces dalles blanches où l'été il fait très très chaud, jusqu'à 50 degrés? Est-ce qu'on peut imaginer couvrir cette place, la végétaliser? Couvrir, ça me paraît difficile, il y a un parking dessous. Moi, je pense à l'ombrière, un petit peu comme sur le Vieux-Port à Marseille. On peut envisager ça. Vous savez, il y avait un côté qui n'était pas planté et sur lequel on pouvait planter. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Sur le côté avec les abribus, à ce moment-là, on a planté. C'est vrai qu'il faudra du temps pour que les arbres deviennent très importants. Mais après, on peut envisager en effet de couvrir la place ou de changer le revêtement, mais ne pas oublier que dessous, il y a un parking. Donc on ne peut pas planter n'importe quoi. Et on ne peut pas mettre n'importe quoi. On a besoin aussi d'un espace comme ça. Regardez, quand il y a eu le passage de la flamme, on est content d'avoir cette place. Cette grande place Liberté au cœur de la ville. De faire des spectacles, on fait le jazz, on fait des concerts. On ne peut pas non plus... Il faut garder un espace pour ce type de manifestation. Justement, vous parliez de jazz, pardon. Quel est votre projet pour... quelles sont vos mesures, ce que vous avez envie de mettre en place pour la culture? Alors la culture, j'ai déjà fait beaucoup, mais je ne vous dévoilerai pas ce que je vais encore faire, parce que là, je vois bien où vous voulez m'amener. Mais vendredi, je vais dévoiler mon projet. Peut-être une petite annonce. Mais ce que je peux vous dire, en effet, c'est que la culture... mon souci dans la culture, il y a les grands... Il y a le Théâtre Liberté, il y a Château-Vallon, il y a l'Opéra, il y a les grandes scènes nationales. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'on aille chercher la population pour qu'ils viennent à la culture. Donc, on a fait avec Charles Berling cette année ce qu'on appelle les quartiers en liberté. Quartiers en liberté, ça s'est passé à Sainte-Musse et au Pont du Las. C'est une troupe qui va dans le quartier, qui travaille avec les habitants, qui monte un spectacle. Et ma volonté, justement, c'est d'aller chercher ces habitants. Souvent, ils me disent « Non, vous savez, c'est pas pour nous, on va pas aller au Théâtre Liberté. » Ils ont l'impression que c'est pas pour eux. Ils ont un peu le syndrome, vous savez, de l'imposteur quand ils vont. Donc on va les chercher et on les fait venir après. C'est ça que je veux développer. J'ai développé aussi le partenariat avec toutes ces compagnies. On a une compagnie qui est venue me voir, qui me dit « J'ai besoin de locaux ». Ok, vous avez besoin de locaux. Chaque compagnie me dit « Ils ont besoin de locaux ». Moi, il se trouve que j'ai trouvé des locaux. On a des locaux dans les caves d'Hélice. Je leur ai dit « Ok, mais pourquoi je les donnerais à vous plutôt qu'à vous? Unissez-vous ». Ils ont créé ce qu'on appelle le collectif des voûtes, où il y a 43 associations, et ça fonctionne un peu comme un tiers-lieu. Ils se prêtent les costumes, ils se prêtent les décors, et ça fonctionne très bien. C'est développé encore, ce type de partenariat.
Monsieur Berling, qui d'ailleurs soutient votre candidature, qui se dit prêt à faire du porte-à-porte pour vous. Mais c'est formidable. Regardez tous ces soutiens. Et je vous assure, il n'est pas sur ma liste. Il n'est pas sur votre liste. Pas du tout. Peut-être aussi un mot, vous l'avez dit, sur les écoles, végétaliser les cours, ça c'est important pour vous, ça permet de faire descendre. La candidate du Rassemblement national, Laure Lavalette, évoque peut-être davantage de climatisation dans les écoles pour faire face à la chaleur. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors je lui réponds qu'elle est très mal renseignée. Parce que déjà les écoles maternelles, alors déjà les crèches sont climatisées, les écoles maternelles ont toutes les dortoirs climatisés et ont toute une salle d'activité climatisée. Et on fait la même chose sur les écoles primaires. Je veux lui rappeler qu'on a 84 écoles. Peut-être que la climatisation, ce n'est pas forcément la bonne mesure. Peut-être faire des îlots de verdure, peut-être faire baisser la température avec ce qu'on a fait, les cours végétalisés. Cours végétalisés... J'ai eu du mal au départ à en faire. Les enseignants ne voulaient pas forcément une cour végétalisée. C'est plus facile. Les parents non plus? Non, les parents, parce qu'une cour végétalisée, ça veut dire que le gamin, il va rentrer le soir, peut-être il sera un peu sale, parce qu'il aura joué dans la terre. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. J'aurais eu mal à en trouver deux, et bizarrement, maintenant, tout le monde veut sa cour végétalisée. Avec, on le voit, de vraies incidences sur le bien-être pendant la période de forte chaleur. Sur le bien-être, sur le lien entre les enfants. Avant, vous aviez les garçons qui jouaient au foot et les filles qui regardaient. On a des écoles où ils ne jouent plus du tout au foot. Ils ne jouent plus. Ils jouent ensemble. Ils vont au coin lecture, ils vont au coin potager, ils vont au coin sport. Voilà, ça. J'ai des parents qui me disent qu'elles ne voulaient plus manger à la cantine. Maintenant, elles pleurent pour aller manger à la cantine parce qu'on a mis des médiateurs, on s'occupe, on fait des jeux. Voilà. Sur la cantine, justement, là aussi, vous comptez améliorer un petit peu les choses? Oui, vous savez que c'est le plus gros budget de la ville, les cantines, puisqu'on a 10 000 rationnaires par jour. Donc, en effet, on a mis en place une journée végétarienne. Et on essaiera d'en mettre plusieurs. Les dotations peut-être supérieures? On a vu qu'à Marseille, par exemple, M. Payon augmente les dotations qu'il alloue à chaque étudiant pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée. Alors nous, déjà, au niveau cantine, si vous voulez, on a des tarifs des tarifs défiant toute concurrence, puisque les enfants mangent pour 1,10 € par jour, avec un maximum à 4 €. Donc on est déjà très bas pour les étudiants, mettre en place des cantines solidaires. Mais ça fait partie du programme. Donc, vous attendrez donc, il y aura peut-être donc des cantines solidaires pour les étudiants. C'est une piste. Voilà. Je voudrais juste revenir peut-être en quelques mots sur les transports. On l'a dit, ça reste compliqué, même si la situation s'améliore avec la troisième voie sur l'autoroute en allant du côté de Hyères. Il y a bien sûr le bus au niveau de service, le BHNS, qui devrait partir, donc, si je ne dis pas de bêtises, de la Seine-sur-Mer jusqu'à la Garde avec une 60aine d'arrêts. Oui, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez raté le coche du tramway. C'est vrai que Magali Brunel, qui est à gauche, elle se dit c'est le tramway, ce qu'il faut pour Toulon, c'est le tramway. Et je vous ai entendu dire, vous êtes plutôt d'accord avec elle? Alors, moi, je vous ai dit, on a raté le coche. On a raté le coche. C'était une erreur d'Hubert Falco d'avoir tergiversé? À un moment, la décision a été prise. Hubert Falco n'a jamais tort. Non, c'est pas qu'il a jamais tort. Mais des fois, les circonstances font, si vous voulez, qu'on est amené à prendre une décision ou une autre. À un moment, on n'a pas... Ça a pris des décennies pour prendre une décision, des décennies à attendre le tramway qu'on nous a annoncé, présenté, et puis finalement, presque 20 ans après, on arrive sur ce bus électrique. Tout à fait, avec des voies dégagées, avec un bus qui peut prendre l'autoroute pour aller jusqu'à la Garde. 70% sur voie dédiée. En site propre. En site propre. Voilà. Et ça, ce sera suffisant pour convaincre les Toulonnais de délaisser, vous pensez, leur voiture? Alors moi, je vais vous dire, même sur un tramway, comme je vais beaucoup à l'écoute des habitants, j'ai dit, si il y avait un tramway, vous prendrez le tramway? Ah non, moi je ne peux pas prendre le tramway parce que je pose le petit à la crèche, je pose l'autre à l'école et je vais au travail. Donc je ne vais pas faire 3 arrêts, chaque fois descendre. Donc on ne va pas se nier, on prendra encore la voiture. Donc le bus, c'est une des solutions. La voiture est une solution, il faut mettre du parking. Les pistes cyclables, c'est une 3e solution. Je vous rappelle qu'à Toulon, on a des navettes maritimes, c'est une 4e solution. Et le pour se rendre à la Seine-sur-Mer, notamment. Pour la Seine-sur-Mer, on pourrait très bien envisager qu'il fasse d'autres arrêts. Il va à la Seine, il va aux Sablettes, il va à Saint-Mandrier, pour aller ailleurs.
Aujourd'hui, les personnes qui viennent à Toulon, qui repartent, on estime que les automobilistes passent à peu près 54 heures, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les transports. Ça, c'est dans les embouteillages. Ça va un petit peu mieux, hein. C'était 70 heures il y a quelques temps. Ça va un petit peu mieux. Ça s'est amélioré, et puis la 57 est en place depuis peu de temps quand même. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, bien sûr. Pour améliorer ce faire quotidien. On peut toujours faire mieux. C'est plus de parking? Alors, parking, et puis peut-être changer les habitudes aussi des habitants. Peut-être plus de cadence aussi. Est-ce que vous prenez le tramway à Marseille? Alors, je le prends de temps en temps, mais pour aller au travail, je ne prends pas le tramway non plus. C'est exactement, voilà. On n'empêchera pas les gens de prendre les voitures. Voilà. Peut-être mettre des parkings, peut-être organiser les parkings. On a des parkings avec des heures gratuites. Peut-être ça, on a besoin de communiquer un peu plus, de mettre les parkings peut-être 2 heures gratuites le mercredi et le samedi pour faciliter les commerçants. Il y a des moyens. Mais regardez, on a fait déjà du progrès. On a gagné 20%. Ça progresse. Mais on ne se dit pas que s'il y a plus de transports en commun, du coup, ça engage à plus prendre les transports en commun. Oui, mais il y en a. À l'heure actuelle, on a le réseau Mistral qui fonctionne très bien, qui a plus de millions de voyageurs. Voilà. Moi, je pense que honnêtement, le tramway, c'était peut-être une solution, mais c'était une solution il y a 10 ans. Est-ce qu'on va repartir? Est-ce qu'on va repartir là sur 10 ans de procédure? Parce que c'est ça veut dire recommencer une procédure, recommencer une enquête publique, faire des travaux, 3 ans de travaux. Est-ce qu'on a les moyens de faire 3 ans de travaux en plein centre-ville de Toulon? Vous avez vu, Toulon, c'est une ville encaissée. Imaginez pendant 3 ans le nombre d'embouteillages. Imaginez les commerçants. Donc on ne peut plus faire marche arrière, c'est le bus à haut niveau de service. C'est le bus à haut niveau de service, d'autant plus que c'est quelque chose qui coûte fort cher et on a eu une dotation de l'État de 40 millions. Est-ce qu'on rendrait les 40 millions? Peut-être un mot, vous avez voté le budget en 2026 sans augmentation d'impôts. Exactement. Est-ce que vous engagez sur la durée de votre mandat, si vous êtes élu, qui pourrait durer 7 ans, 1 an de plus, est-ce que vous engagez à ne pas augmenter les impôts malgré la baisse régulière des dotations de l'État? Alors, il faudra déjà voir la baisse des dotations de l'État. Vous savez, moi, j'ai construit un budget 2026 sans indication de la dotation globale de financement, sans savoir s'ils allaient nous prendre une contribution. Rien. Si on avait le DIGO, pas le DIGO, on ne sait rien. J'ai construit un budget 2026 avec moins de 10 millions. Il y a des endroits, moi, je ne vote pas de diminution des subventions aux associations. Il y a des secteurs où on ne peut rien toucher. Voilà. Où la masse salariale, il faut faire très attention. Vous me demandez de prendre, j'ai aucune certitude de ce que l'État nous votera. Même aujourd'hui, le budget n'est toujours pas voté. On ne sait pas. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Vous souhaitez une ville apaisée? Oui. Dans ce contexte national, international, très compliqué, très angoissant, très anxiogène. C'est ce que vous souhaitez pour votre ville? Une ville apaisée, où l'on est heureux, où on vit bien ensemble. Voilà. On est un port. C'est ce que je souhaite. Une ville apaisée, un peu une bulle. Voilà. La ville, c'est autre chose que le monde. On a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Regardez, quand on ouvre les médias, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Que des mauvaises nouvelles. Moi, je rêve de médias positifs. Rêve de médias où on met les beaux parcours en avant. Et il y en a. Et ça incite les personnes à aller vers ces beaux parcours, à aller. Et puis, il faut croire. Faut aller dans l'espérance un peu. Allez, soyons heureux. Si on peut être un peu plus heureux à Toulon, c'est ce que je m'engage. Ce sera gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci José Massy. Puis je rappelle Nathalie, merci que tout le monde peut regarder un petit peu cet entretien. Et puis je rappelle aussi que vous êtes notre invité le 4 mars prochain. À bientôt alors. Pour le débat. À bientôt.